Dans les bois derrière ma maison vit une fille loup-garou extraterrestre qui m'apporte des lapins morts. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous regardez aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner. La cigarette de Georges siffla en rencontrant le premier souffle d'un couteau aiguisé. Des étincelles tourbillonnaient dans un courant parfumé de résine de pin et de pluie lointaine, mais il restait fixé sur la lisière des arbres, où la lumière du porche luttait contre l'incursion de l'obscurité. Il était arrivé à cette cabane, après des décennies de déploiements tournants n'anticipant rien de plus que des routines paisibles comme aiguiser une lame, huiler une charnière et contempler les étoiles sans être dérangé par les fusées éclairantes d'artillerie. Au lieu de cela, la silhouette qui émergeait de l'obscurité ressemblait plus à une création de ses propres cauchemars qu'à un véritable guide de la faune. Ses muscles tendus par des années de réparation sur le terrain et de levée d'urgence se contractèrent, mais il laissa la fumée s'échapper de ses lèvres en positionnant sa main près du fourreau à sa ceinture, mesurant le risque de la même manière calculée qu'il avait précédemment abordé les pannes de rotor, avec un calme délibéré. La créature émergea des bois, sa silhouette ressemblant à celle d'un énorme loup. Avec une prestance troublante, il souleva ses épaules étranges et son torse au-dessus du sol, ses épaules trop carrées et son torse trop droit pour n'importe quelle bête terrestre. Le pelage de la créature d'un noir de jais absorbait la lumière, mais ses yeux d'un bleu éblouissant, auréolés d'une lueur intérieure, lui rappelaient les barres de réacteurs vues à travers le liquide de refroidissement. Elle l'a embrassé avec une familiarité qui convenait à un vieil ami, pas à un étranger. Avec une démarche traînante, ses griffes chuchotaient sur les aiguilles tombées et elle éparpilla un lapin encore chaud sur le bois déformé son corps sans vie et le lui offrit. Il s'attendait à une démonstration agressive de dents ou à un grondement territorial bas, mais à la place, elle attendit patiemment sa queue, décrivant un arc lent qui effleura sa botte et dispersa une confetti semblable à de la cendre. Son entraînement lui avait appris à se retirer ou à affirmer sa dominance, mais ses instincts façonnés par d'innombrables négociations échouées le poussaient vers une approche différente. Il éteignit soigneusement sa cigarette, se pencha sans hâte, accepta le cadeau d'un hochement de tête, plus solennel que n'importe quel salut qu'il avait donné en service, puis se leva pour croiser son regard. Son pelage scintillait à la lumière de la lampe, suggérant des fils bioluminescents subtils qui pulsaient une fois avant de s'estomper comme s'ils étaient timides. Elle ne tressaillit, ni ne se mit en défi, et l'immobilité s'étira jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle attendait la permission de partir. « Merci », murmura-t-il sa voix rauque de désuétude incertain si les mots avaient de l'importance, mais les offrant quand même. La créature ou l'alien lui était familière grâce à la lecture des cicatrices de tourelles et des traces de combustion sur les épaves, ce qui lui avait appris à remarquer les signes d'origine non humaine bien avant le laiton. À l'intérieur de la cabane, des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'un établi encombré de lames de scie rouillées, de bobines de cuivre et de la boîte de vitesse à moitié démontée d'un VTT. Il osait informer les soldats enrôlés des observations classifiées, alors que le lapin baissait presque imperceptiblement la tête avant de disparaître dans la forêt, ses mouvements masqués par le bruit du vent se retirant entre les troncs. Ce n'est que lorsque l'obscurité l'a englouti qu'il a laissé échapper le souffle qu'il retenait depuis son arrivée. Ses doigts, qui avaient été assez fermes pour suturer des lignes hydrauliques sous le feu ennemi, tremblèrent alors autour des oreilles du lapin. Je me suis dit que je finirais un jour. Le désordre était réconfortant parce que les outils ne mentent pas et ne jugent pas, ils obéissent simplement. Mais ce soir même, leur forme familière semblait de conspiratrices, comme si elles se demandaient ce qui avait traversé la cour, elles aussi. Avec une efficacité maîtrisée, il dépeça le lapin, plaça la viande nettoyée sur un plateau en fer blanc et observa la peau se demandant si la laisser sur la souche au bord des pins pourrait poursuivre un dialogue que les mots ne pouvaient atteindre. Parce que l'expérience lui avait appris que les relations pouvaient se construire tout aussi facilement par le troc que par les mots.
Son esprit était envahi par des souvenirs d'embuscades causées par la confiance brisée, alors il vérifia 2 fois les serrures, jeta un coup d'œil au vieux fusil à pompe sur le chambranle de la porte et essaya de se convaincre que la curiosité avait toujours été sa perte. Alors qu'il s'endormait sur le canapé usé, il faisait des cauchemars de yeux bleus dans l'obscurité de pales de rotor et de lune désertique, et il se réveillait en sueur avant l'aube. Il sortit dans une brume qui sentait l'huile moteur et le pain. En regardant autour de lui, il pouvait voir une légère silhouette de dépression dans le limon qu'il suivait avec ses 4 orteils écartés et plus lourds au talon. Au-delà du cultivateur rouillé et par-dessus la clôture affaissée, sous les fougères enchevêtrées, il aperçut une surface métallique brûlée, terne et piquée, comme si quelque chose avait été transporté dans les airs. Il s'agenouilla et balaya un peu de mousse humide, découvrant un panneau incurvé qui vibrait si doucement qu'il pensa d'abord que c'était son propre cœur qui résonnait dans ses oreilles. Mais non, ce n'était pas un débris de satellite. L'éclat des alliages et les glyphes feintes gravés le long de la couture prouvaient ce qu'il avait toujours soupçonné un secret qu'il avait gardé pour lui-même en surveillant les avant-postes la nuit où des cargaisons classifiées étaient déplacées sous des bâches. Le bruit de la forêt craquait derrière lui et il se tourna lentement pour croiser à nouveau le regard de Nikki. Sa silhouette partiellement obscurcie par la brume, ses muscles tendus non pas par danger, mais par un avertissement prudent, elle avait eu raison. Elle s'approcha, appuyant doucement mais fermement sur son épaule, signalant « retraite ». Puis, avec une agilité étonnante, elle sortit la clé à molette de sa poche arrière, comme pour lui montrer qu'elle pouvait le désarmer quand elle le voulait. Il se leva, épousseta ses genoux et la suivit vers la cabane, son esprit courant à toute vitesse avec les possibles scénarios. Si le signal de détresse était toujours actif, il pourrait attirer d'autres personnes, amis, ennemis, pilleurs, aucun d'eux n'étant digne de confiance pour être doux dans ses bois ou avec sa vie. Néanmoins, il y avait quelque chose dans son insistance silencieuse qui le poussait à quitter la coque. Il ressentit une montée de protection qu'il n'avait pas éprouvée depuis les missions d'escorte, lorsque qu'un seul rotor mal aligné ou un boulon desserré pouvait faire tomber tout un équipage. À voix haute, il expliqua la tension d'alimentation et les sangles de mise à la terre promettant d'aider à alimenter tout ce dont la vie avait besoin à l'intérieur de cette capsule sans fouiller plus profondément. Bien qu'elle ne puisse pas répondre, sa tête inclinée et le léger soupir qui fit flotter l'ourlet de sa veste le convainquirent qu'elle avait compris. De retour sur le porche, il étala des tranches épaisses de bacon sur la souche où elle avait déposé sa proie, savourant l'arôme. Nixie renifla semblant presque amusée alors qu'elle se glissait de nouveau dans les pins. Elle pressa brièvement son museau contre son avant-bras, un geste qui ressemblait curieusement à un remerciement. George expira réalisant que l'aube s'était complètement levée. Il comprit avec un étrange battement sous les côtes que la routine dans cette cabane avait pris fin au moment où leurs yeux bleus s'étaient rencontrés sous la lumière du porche. Il rangea la clé à molette dans sa poche et elle revint vers lui déjà en train de formuler des plans pour une ligne électrique discrètement enfouie sous les aiguilles de pin le premier pas vers quoi que ce soit. Alliance étrange formée entre un soldat ancré et une ombre en forme de loup venue des étoiles. À l'aube, le bacon qui avait été laissé sur la souche avait disparu, ne laissant derrière lui qu'une tache propre et grasse sur le bois. George était resté éveillé toute la nuit, sans remarquer le retour de Nikki, et le fait qu'il n'ait entendu ni un branchement ni un souffle troubler le vent le perturbait. En guerre, les choses qui passaient inaperçues étaient celles qui tuaient. Il marcha prudemment autour du périmètre de la cabane, faisant semblant de chercher des empreintes d'animaux. En réalité, il scrutait l'éclat de la fourrure ou le scintillement bleu dans l'ombre, mais il trouva quelque chose d'étrange dans le sol près de la lisière des arbres. Il y avait une légère ornière, comme si quelque chose de lourd avait été traîné sous les fougères. Il s'est agenouillé et a passé une main sur la rainure, puis a remarqué qu'elle ne semblait pas menacée, même si tout le monde pensait le contraire.
Des marques d'outils subtils dans le sol trop régulières pour être causées par des griffes nues ou des sabots de cerf, et puis il comprit les débris n'étaient pas simplement éparpillés dans les bois. Quelque chose les avait déplacés. Il suivit la marque qui ressemblait à une piste au-delà de l'endroit où le pod avait été la veille, mais il n'y était plus. La mousse était toujours aplatie en un motif en demi-lune, mais le trou avait disparu ou était au moins dissimulé plus profondément sous la couverture, soit parce qu'il avait été déplacé, soit parce qu'il avait été roulé. L'endroit était couvert de branches et de feuilles placées stratégiquement, créant une surface réfléchissante qui était, il savait d'après les manuels de terrain, que le camouflage avait un but d'intelligence. Nikki n'était pas simplement un animal blessé, rampant depuis un site de crash. Elle avait une formation ou des instincts trop précis pour être le fruit du hasard. George s'abstint de tenter de découvrir à nouveau le pot, se contentant de rester là, fixant l'endroit où le métal se rejoignait, sachant que c'était son message de reculer. Il la respectait, mais cela n'a pas tué son ingénieur intérieur. Il retourna à la cabane, ouvrit la porte de son atelier et commença à assembler un générateur silencieux capable de fournir un courant constant sans faire de bruit. Il a maintenu la tension basse juste assez pour répondre aux exigences. Il a ensuite monté une cellule solaire sur un panneau lâche, l'a boulonnée à une feuille d'aluminium et l'a ancrée à un endroit où les arbres s'éclaircissaient suffisamment pour capter la lumière du soleil à travers la canopée. Il a laissé un câble d'alimentation enroulé au bord de la lisière des arbres, drapé, dans un chiffon rouge pour qu'il se distingue sans être menaçant. Il n'a laissé ni note ni explication, le traitant comme une poignée de main à travers un champ de mine. La journée s'est écoulée sans incident, sans cadeau ni visiteur. Tout ce qu'on entendait était la douce brise. Alors qu'il était assis sur les marches arrière sirotant un vieux thermos, George faisait semblant de bricoler avec la tronçonneuse, mais ses oreilles étaient à l'écoute des bois. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle attendait quelque chose. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il la revit. Ses yeux distinctifs, semblables à des LED, brillaient dans l'obscurité, et elle restait cachée derrière une souche observant la cabane, comme un soldat surveillant un avant-poste. De même, il ne bougea pas. Au lieu de cela, il souleva le thermos et prit une profonde inspiration. Avec une gorgée lente et un regard neutre, il observa Nixie rompre le silence cette fois, marchant sur 2 pieds au lieu de 4. Sa posture était à la fois humaine et bestiale, avec les épaules légèrement en arrière et la tête droite. Cependant, il remarqua qu'elle s'arrêta au bord du gravier, regarda le câble enroulé, puis inclina légèrement la tête vers lui. Il hocha la tête une fois, confirmant silencieusement qu'elle n'avait pas besoin de sa permission, mais elle hésita quand même. Elle prit l'extrémité du câble et disparut silencieusement dans les bois, le laissant derrière elle. Tard dans la nuit, il resta éveillé à penser à la capsule au métal traîné et à la combinaison particulière de prudence et d'intention de Nike. Cela lui rappelait les fois où il avait été largué derrière les lignes ennemies avec un sac de pièces et qu'on lui avait dit de faire des miracles avec des choses cassées. Il se souvenait du regard de désespoir des soldats qui ne parlaient pas la langue locale et ne savaient pas si de l'aide viendrait un jour. Il vit ce même regard non pas de peur mais de détermination en elle. Au matin, le câble avait disparu et le chiffon rouge avait été soigneusement plié et remis à la souche en signe de gratitude. L'impact inattendu de ce geste apparemment insignifiant le frappa comme une tonne de briques. C'était le genre de choses que seule une personne vraiment soucieuse de l'ordre comme signe de respect mutuel ferait. Avec le chiffon dans sa poche, il se tut s'abstint de poser des questions et reprit sa journée en renforçant le réseau électrique de la cabane, en vérifiant ses réserves de batterie et en s'assurant que le moniteur de fréquence d'urgence qu'il n'avait pas utilisé depuis sa retraite était prêt à fonctionner au cas où elle aurait besoin d'aide. Une aide véritable, pas seulement des biens matériels, était ce qu'il recherchait. Cet après-midi-là, un scintillement sur le scanner avait capté son intérêt. Ce n'était pas une transmission à proprement parler, mais un signal à ondes courtes pulsé, crypté et en boucle. Ce n'était pas aléatoire, cependant. Cela avait du rythme.
Georges fronça les sourcils et s'approcha. La fréquence était juste au-dessus du bruit ambiant, mais elle se répétait précisément toutes les 30 secondes. Ce n'était pas naturel. Quelqu'un ou quelque chose continuait à émettre des signaux. Cela aurait pu être le pod ou quelque chose de complètement différent. S'il pouvait le capturer avec cet équipement obsolète, quelqu'un d'autre pourrait être impliqué. Georges sortit à nouveau pour trouver Nikki accroupie près du panneau solaire. Cette fois, ses yeux n'étaient pas sur lui, mais sur l'horizon. Ses oreilles se sont dressées et elle avait l'air inquiète et sur ses gardes. Au lieu de s'approcher, elle fixa la cime des arbres et renifla l'air comme si quelque chose n'allait pas. Il faisait confiance à ses instincts plus qu'à ses propres yeux cependant, car quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas dire ce que c'était, mais il sentait une tempête approcher. Ce n'était pas toujours du vent et de la pluie. Parfois c'était du métal dans l'air. La fille dans les bois avait apporté plus que du mystère et de la viande. Elle avait apporté des ennuis et Georges le pauvre n'allait pas la laisser les affronter seul. Il manipulait le fusil de chasse avec la précision minutieuse d'un homme qui savait à quoi ressemblait l'échec et avait survécu assez longtemps pour ne prendre aucun risque. Les cartouches s'encliquetèrent dans un rythme régulier alors qu'il se dirigeait vers le porche, les prit de leur crochet et commença à vérifier les balles. Restant immobile, les oreilles de Nikki se dressèrent une fois avant de s'aplatir. Ses yeux brillants ne bougèrent jamais de fixer la lisière des arbres. Georges pouvait le dire sans ces mots, elle aussi sentait une force invisible se diriger vers eux. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas des cerfs, et ce n'était même pas dans la forêt qui leur appartenait. Ayant servi dans de nombreuses opérations secrètes et unités de reconnaissance de sabotage, il pouvait reconnaître le picotement des yeux lointains comme un signe d'invasion imminente. Sentant une force surnaturelle peser sur l'air, il ajusta sa veste, vérifia la tension de ses bottes et les lacets. Il descendit habituellement du porche et entra dans la cour qui était jonchée de tuyaux enroulés de clous tordus et de restes rouillés de réparations à moitié terminées. Il évitait de s'approcher directement de Nike, s'arrêtant plutôt près de la souche où elle avait précédemment laissé son offrande. À genoux, il retira une toile de jute sous la souche. Sous la bâche, il trouva sa boîte de secours qu'il avait laissée scellée et rembourrée avec suffisamment de redondance pour résister à une véritable crise. Il a méticuleusement inventorié le contenu qui comprenait des fusées éclairantes, des outils, des cartes de terrain et 2 radios anciennes qu'il n'avait pas touchées depuis sa retraite. Ni s'approcha furtivement derrière lui, observant silencieusement ses actions. « Si tu sais comment régler ça, » murmura-t-il, « nous pourrions avoir une chance. » Elle inclina la tête et fixa l'objet pendant un long moment avant de se pencher ses doigts griffus, saisissant prudemment la radio alors qu'il ressentait son expression troublée et la tension dans ses membres. Alors qu'ils atteignaient les boutons, elle tourna habilement le cadran comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Soudain, elle se figea et le scanner dans la fenêtre de la cabine craqua à nouveau. Le signal pulsait plus fort et plus régulièrement, signifiant qu'il n'était plus un simple phare inactif. Quelqu'un était en train de trianguler, et il pouvait le voir sur son visage, un mélange d'inquiétude, de peur et de reconnaissance qu'elle savait ce qui allait arriver. Cela signifiait que, peu importe qui c'était, ils n'étaient pas des amis. Il rassembla la bâche, la fourra dans un sac à dos et la jeta sur une épaule. Nous avions 2 jours, peut-être moins, pensa-t-il. Il murmura pour lui-même, et à moitié pour elle, « Quoi que tu aies caché dans cette capsule, sache ceci, si elle émet un autre signal, elle sera entièrement activée et quelqu'un la trouvera sûrement. » Son regard inébranlable croisa le sien, et elle se pencha avec un mélange de confiance et de désespoir touchant sa poitrine, là où ses médailles militaires avaient été. D'un mouvement rapide, elle plongea dans les arbres, ne s'arrêtant qu'une seule fois pour s'assurer qu'il la suivait. Georges, sans hésitation, la suivit, dépassant la ligne des broussailles enchevêtrées, descendant une pente marquée par des pierres couvertes de mousse et entrant dans un creux épais de végétation dense. Imprégné de l'arôme de la pluie et de la sève dissimulée sous une couche d'écorce et de feuilles méticuleusement arrangées, se trouvait à nouveau le pot.
Cependant, cette fois-ci, il pulsait une lumière rouge un peu plus brillante près de son panneau central. En effleurant doucement de sa paume une plaque métallique sur le côté, la machine s'ouvrit avec un sifflement hydraulique et à l'intérieur, un conduit d'alimentation bourdonnait faiblement. Les écrans scintillaient avec des symboles extraterrestres qu'il ne pouvait pas lire. Mais il savait qu'il y avait un dysfonctionnement lorsqu'il vit les cycles de puissance faire grimper les sorties de signal en les faisant tourner en boucle. Tout le système était sur le point de griller, essayant de crier à l'aide ou de donner un avertissement, ou... Il posa son sac au sol, retira un câble de mise à la terre, enroulé de son emplacement, et s'agenouilla à côté de la trappe. « Laisse-moi faire », dit-il, et Nixie resta silencieuse alors qu'il ouvrait le boîtier, révélant un réseau complexe de connecteurs et de nœuds. La technologie n'était pas humaine, mais elle n'était pas complètement étrangère non plus. Quiconque avait construit cela s'était appuyé sur la logique, et même en l'absence de langage, George pouvait le comprendre. Il a coupé une ligne vacillante, soudé un pont entre deux conducteurs principaux et roué le nœud de mise à la terre grâce à sa connaissance de la théorie électrique. De retour à la cabane, le signal s'est progressivement atténué, passant d'un cri à haute fréquence à un bourdonnement rythmique à faible volume. Ni sans masque se pencha, passa ses doigts sur l'écran et laissa échapper un souffle aigu. Son pelage scintillait d'une bioluminescence subtile et des pulsations blanches parcouraient sa colonne vertébrale. Elle jeta un coup d'œil à George, puis leva une main griffue pour tracer une ligne lente dans la terre formant une forme de croissant avec 3 points qui l'intersectaient. Cette formation pourrait être un symbole ou du moins un avertissement. Ni pointa le ciel son collier et enfin les bois. George a suivi ses indications et a reconstitué le tout. Elle avait été poursuivie par quelqu'un utilisant ce collier même après avoir éteint le pod. Elle avait dû courir se cacher et fouiller pour trouver de la nourriture, mais maintenant son heure était venue. De retour à la cabane, Knight s'étendait sur la cour comme un lourd manteau. Pendant ce temps, George étudiait la forêt sous tous les angles, marquant des chemins et installant de vieux détecteurs de mouvement avec des fils de fer et des cloches pas des pièges, mais des signaux d'alerte pour pouvoir entendre tout ce qui s'approchait. Le scanner a été ajusté, la bande de fréquence a été isolée et la deuxième radio a été reprogrammée pour correspondre. Il l'a posée sur le rebord de la fenêtre et a attendu que Nikki l'utilise. Il ne s'attendait pas à des mots, mais plutôt à des clics, des pulsations ou un motif qu'elle pourrait envoyer et qui pourrait indiquer un danger ou la sécurité. Quand elle revint avec quelque chose de nouveau, pas un lapin, mais un morceau de métal carbonisé avec une insigne brûlée sur un côté. Ce n'était pas le sien, mais plutôt un fragment de ce qui l'avait abattu. George le tourna dans sa main, frotta la suie et le détecteur se mit à sonner. Les marques n'étaient pas extraterrestres, mais de qualité militaire humaine, et elles changeaient la forme des choses. Cela donnait à la menace l'apparence d'une faction extraterrestre renégate plutôt que celle d'une unité d'opération secrète effaçant ses traces. L'estomac de George se serra. Si les forces terrestres l'avaient attaqué, alors l'aider aurait été une trahison entre de mauvaises mains. Nikita le regardait traiter cela, son regard s'adoucissant en croisant le sien avec une expression soit de gratitude, soit d'excuse. Il ne pouvait pas dire laquelle, mais il regarda le métal, puis elle, et quelque chose se calma dans sa poitrine. Quoi qu'il se soit passé, elle n'avait pas choisi ce combat, mais elle avait survécu, et elle était. Il rangea le métal, hocha la tête une fois, et désigna la radio en disant « Demain nous commençons à planifier ». Elle s'assit silencieusement à côté du porche cette nuit-là, sa queue enroulée près de sa botte, ses yeux brillant faiblement, alors que les étoiles émergeaient au-dessus des pins. Il ne parlait pas, mais dans le silence, une compréhension grandissait, celle qui n'avait pas besoin de mots pour signifier quoi que ce soit l'un pour l'autre, et George se réveilla avant le soleil, la froide immobilité de la cabane le pesait comme un fardeau. Il n'avait pas besoin des doux clics du scanner pour lui rappeler que le monde extérieur changeait. Pendant la nuit, le vent portait moins d'odeur, les oiseaux avaient cessé de chanter, et le silence semblait trop délibéré, comme si la nature elle-même attendait.
Il se redressa lentement, se frotta le visage et écouta le léger bourdonnement du générateur alimentant la ligne qu'il avait construite. Il n'y avait ni interruption, ni surtension, mais cela ne lui apportait aucun réconfort. Il connaissait ce sentiment grâce à des années d'expérience sur le terrain apportaient une sensation familière de tension comparable à celle qui se manifestait juste avant qu'une patrouille ne disparaisse, qu'un convoi ne soit attaqué ou que le sol ne cède sous une mine. Nikita était déjà dehors quand il entra sur le porche accroupi près du bord de la cour avec ses griffes enfoncées dans la terre. Elle ne se retourna pas, mais il pouvait voir la tension dans ses épaules et la façon dont sa queue était enroulée bas et serrée comme une corde nouée. Silencieusement, il traversa la cour, ses bottes crissant contre le sol mousseux, et s'arrêta à ses côtés. Elle ne montrait aucun signe de peur. J'ai incliné une griffe vers les branches supérieures, où quelque chose de petit et tranchant scintillait dans la lumière du matin. Au début, on aurait dit un oiseau, mais il planait avec précision à peine en mouvement dans la brise. C'était probablement un drone compact et silencieux volant à haute altitude, ce qui signifiait qu'il n'était pas seulement observé, mais étudié. J'ai suivi son chemin jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la crête, puis je me suis retourné vers Nike, qui avait déjà commencé à balayer les aiguilles et les feuilles près de la base de l'ancienne pompe à eau. Sous les débris, j'ai découvert une autre gousse. George s'agenouilla à côté d'elle, sa respiration se brouillant dans le froid. Il tendit les doigts avec précaution vers le noyau de données compact qui semblait être une plaque de métal couverte de marques de carbone et de suie. Il le retourna dans ses mains, inspectant les bords modulaires et les ports de scan. Il spéculait que cela pourrait être un journal de mémoire, mais il ne pouvait pas en être sûr. Stockage du système de navigation de la capsule. S'il pouvait y accéder, il pourrait apprendre qui l'a abattu, où se trouvaient ces gens maintenant, ou la véritable direction du signal. Cependant, il craignait que l'allumer directement ne provoque un nouveau signal. Alors il regarda Nikita et murmura « Nous avons besoin d'un filtre ». Nikita se pencha à côté d'une caisse de lait pleine de planches et d'antennes cassées triant soigneusement les composants électroniques jusqu'à ce qu'elle trouve un vieux condensateur enveloppé de mailles à peu près de la taille d'une tasse de café. Maintenant, il pouvait avancer. Au cours de la matinée, ils s'affaissèrent sur le banc latéral de la cabine, enfilant des fils du noyau de mémoire de la capsule à travers des filtres de fortune et des amortisseurs de surtension. George cligna. Il n'avait pas travaillé sur cette section depuis des années, mais ça marcherait. Nikki, en revanche, connectait les fils avec des fils chirurgicaux. La réalisation frappa George plus durement que la présence du drone. Ses mouvements étaient si précis que chaque fois qu'elle le dépassait, il pouvait sentir la combinaison de pain sauvage et de pluie semblable à l'ozone accroché à une ligne électrique. Elle resta silencieuse, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Au lieu de cela, elle écoutait, répondait et s'ajustait sans directive. Ils travaillaient en parfaite harmonie comme s'ils avaient travaillé ensemble depuis des années. Enfin, le noyau commença à pulser avec une lumière verte constante, signalant qu'il avait cessé de remplir sa fonction. George l'a connecté à la console principale de la cabine en évitant les ports de transmission externe et a regardé les données commencer à défiler sur l'écran. Il pouvait distinguer des chaînes de code extraterrestres entrecoupées de quelques signaux traduits, mais son ancien logiciel ne pouvait pas les déchiffrer. « Ils ont essayé de te tuer !» dit George d'une voix basse. Le visage de Nikki resta inchangé, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, non par peur, mais par acceptation. Elle le savait depuis le début. La trajectoire montrait une route de crash, pas une échappatoire. Quelqu'un avait verrouillé son vaisseau dans une spirale et éjecté sa capsule quelques secondes avant l'impact. Elle n'avait pas fui. Elle avait été abandonnée. La carte stellaire rudimentaire superposée avec les caractères clignotants ajoutait au chaos. Nikki se tourna et s'approcha lentement, tapotant son collier toujours fusionné, mais inactif, avant de poser 2 doigts sur sa tempe et de pointer vers l'horizon. Il réalisa que le signal n'était pas un appel à l'aide, mais plutôt un marqueur de mort, un traceur laissé derrière,
pour que quelqu'un puisse confirmer sa terminaison. Ils n'avaient pas prévu qu'elle survive. Alors ils murmuraient pour eux-mêmes, mais l'écran serra les dents. Georgie s'assit sur les marches du porche, accablé, et expira lentement. Il avait pensé qu'elle était une éclaireuse ou une vagabonde perdue, mais maintenant, il réalisait qu'elle ne fuyait pas un ennemi, mais quelque chose de plus profond. Ses gestes, qui étaient devenus de plus en plus frénétiques, cercles pour les navires, lignes dentelées pour les explosions, avaient cessé. Sa main griffue tremblait légèrement alors qu'elle traçait une seule ligne dans la terre et elle se désigna comme l'une des rares survivantes. De son propre genre, ou pire encore des humains, qui avaient réussi à retourner son peuple les uns contre les autres. Le fragment d'épave qu'elle lui avait donné portant des marques humaines n'était pas simplement une crossover accidentelle. Il était lié à tout. Revenant son regard vers elle, il la regarda se pencher doucement sous le surplomb de la cabane, ses yeux s'assombrissant. Son corps s'était maintenant enroulé protectivement autour du noyau de données, comme si c'était son seul bien. Soudain, la radio sur le rebord de la fenêtre crépita, puis sans statique plus forte, plus nette, signalant un signal. George se leva d'un bond, se précipita et tourna le cadran, changeant la transmission. George avait la nausée en fixant le haut-parleur. Nikki, déjà sur ses pieds, avait les oreilles tendues vers l'est, où les nuages commençaient à se déplacer de manière anormale à l'horizon. Quoi que ce soit qui approchait, il tendit la main vers son fusil de chasse et son sac de matériel. La voix était profonde et malveillante, parlant à travers une compression déformée. C'était une confirmation qu'une unité de récupération était en route vers le périmètre sécurisé, mais aucun survivant ne l'avait anticipé. Le message a été diffusé en boucle 2 fois avant d'être interrompu. Il resta près de la porte, disant « Nous n'avons plus de temps ». Nixie hocha la tête une fois, avant de se précipiter dans les bois, non pas pour fuir, mais pour le mener vers un terrain plus élevé où il pouvait voir la menace approcher. George suivit sans hésitation la forêt, les engloutissant tous les deux. Le premier bourdonnement lointain des moteurs résonna faiblement à travers le ciel de la vallée. La pente derrière la cabane de George était un labyrinthe rugueux de rochers moussus, de troncs de pin tombés et de fougères qui s'accrochaient au sol comme une armure humide. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas gravi depuis que ses genoux avaient commencé à lui faire mal à cause de la pluie. Mais cette fois-ci, c'était différent. Nike naviguait habilement les étroites lacets à peine en faisant du bruit alors qu'elle se dirigeait vers une crête étouffée par le brouillard. George, portant une carabine serrée contre son épaule, avançait à son propre rythme, ses bottes glissant mais ne perdant jamais complètement leur adhérence. Les moteurs au-dessus devenaient de plus en plus forts à chaque pas. Mais ce n'étaient pas des jets, ils étaient différents comme des machines de mort silencieuses qui fondaient comme des faucons et frappaient avant que quiconque puisse les entendre. Au sommet de la crête, Nikki s'est agenouillée. S'agenouilla et lui fit signe de se mettre à genoux à côté d'elle. D'où il se tenait, il pouvait voir la forêt s'étendre comme un océan vert vers l'est. Dans la clairière autour de sa cabane, il y avait une petite parcelle de civilisation coincée entre la nature sauvage. Cependant, ce qui attira vraiment leur attention, ce n'était pas la vue, mais le vaisseau qui venait de percer les nuages au-dessus d'eux. Le vaisseau n'était pas très grand, peut-être de la taille d'un bus de ville, mais son design était incroyablement avancé et élégant, sans insigne ni marquage. Sa coque gris mat, interrompue par des évents de chaleur qui scintillaient à la lumière de l'après-midi, était la seule chose visible. Flottait avec une immobilité troublante, tournant lentement au-dessus de la lisière des arbres. George plongea instinctivement plus loin, entraînant Nike avec lui. Un faisceau de lumière descendit comme une grille de scanner et passa directement au-dessus de la clairière où son pod était enterré. Elle laissa échapper un grondement sourd, plus par frustration que par peur, et George comprit. Le camouflage ou son absence n'avait gagné que du temps, mais pas beaucoup. Le vaisseau fit une pause au-dessus du site du pod, puis descendit lentement jusqu'à ce que ses patins d'atterrissage s'écrasent dans les cimes des arbres, les écrasant sous le poids hydraulique. Sortant du train d'atterrissage du vaisseau, 2 silhouettes apparurent, toutes deux grandes et armurées.
Leurs visières ne reflétaient rien et ils avançaient avec assurance, l'un avec un long fusil en bandoulière et l'autre avec un scanner qui cliquetait et pulsait à chaque pas. Ce n'était pas une équipe de recherche, mais plutôt une escouade d'exécution. « Ils ne sont pas là pour parler », murmura George. En réponse, Nixie se mit en position accroupie, ses muscles tendus et ses yeux reflétant la faible lumière du soleil couchant. George remarqua son intention d'attaquer et de mettre fin à la situation, mais peu importe la rapidité de ses mouvements, le vaisseau se dirigeait toujours droit vers le désastre. D'un geste délicat mais ferme, il secoua la tête et murmura « Nous attendrons en bas ». Séparément, une silhouette se dirigea vers le pod, tandis que l'autre s'approcha prudemment de la cabine, avançant à un rythme régulier. L'opérateur entraîné avec le scanner s'arrêta au pied du porche, regarda le panneau de la capsule brisée, puis leva la main. George, qui ne pouvait pas entendre le signal, pouvait sentir sa faible statique bourdonnant à travers les bandes brouillées comme un cri derrière une vitre. Puis les pulsations de la signature thermique illuminèrent les murs de la cabine et l'estomac de George se serra. Non seulement il scannait pour détecter la technologie, mais aussi sa biologie pour Nike. Il sortit une fusée de détresse, la craqua et l'attacha à un bras de fronde. Entouré d'une corde élastique de rechange et d'une branche en nigue, il manœuvra rapidement vers la crête lointaine. Alors qu'il siffla en traversant l'air, il atterrit dans les broussailles et éclata en une fumée rouge. En un instant, les deux silhouettes inversèrent leur position. Celui près de la capsule donna un ordre bref à travers un silence confus, tandis que celui près de la cabane se retirait. George et Nikki saisirent l'occasion de glisser de l'autre côté de la pente, se maintenant bas et esquivant rapidement les branches et les racines. Avec seulement une dizaine de minutes avant que le vaisseau ne soit réajusté, George les guida vers une cabane de garde forestier abandonnée dans les bois qui était depuis longtemps laissée à l'abandon. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, ils se dirigèrent vers la structure délabrée découverte lors d'un voyage de chasse des années auparavant. Ce qui rendait tout cela encore plus mémorable, c'était la trappe en acier cachée sous le sol qui appartenait à un ancien abri de survie de la guerre froide, autrefois rempli de nourriture, de munitions et de matériel de communication. Quand ils arrivèrent, la poussière couvrait le sol et des vignes s'introduisaient par les fenêtres, mais la trappe restait cachée sous le tapis. Avec un effort considérable, George l'ouvrit et guida Nike dans la fosse exiguë en dessous où le générateur de secours avait été entreposé. George commença à décharger les provisions, tandis que Nike montait la garde près de la porte, ses muscles tendus et ses oreilles aux aguets au moindre bruit. « Ils ne nous laisseront pas nous échapper », murmura-t-il, « et si nous nous cachons, ils raseront la forêt pour te trouver. » Nike ne se retourna pas, mais il pouvait dire qu'elle était d'accord pour dire que le noyau de données dans son sac posait une menace non seulement pour elle, mais aussi pour quiconque voulait l'effacer. Il avait vu suffisamment de preuves dans le noyau pour savoir que son contenu pouvait déstabiliser un individu puissant, probablement cette personne. De manière inattendue, un mécanicien à la retraite s'est retrouvé mêlé à leur complot. Nikita se tourna enfin pour lui faire face, son expression impassible. Elle pointa la dernière position connue du vaisseau dans le ciel, puis vers elle-même. George fronça les sourcils et demanda « Alors, tu veux leur donner ?» Nikita secoua la tête, tapota sa poitrine, puis imita le geste de lancer quelque chose en l'air comme une distraction. George déduisit que son plan était de les attirer avec une fosse ou une coquille qui ressemblait au vrai noyau, mais qui les égarerait en réalité. Hochant lentement, il fouillait dans ses poches. « Dans les bois derrière ma maison vit une fille loup-garou extraterrestre qui m'apporte des lapins morts. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant où vous regardez aujourd'hui. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner. » La cigarette de George siffla en rencontrant le premier souffle d'un couteau aiguisé. Des étincelles tourbillonnaient dans un courant parfumé de résine de pin et de pluie lointaine, mais il restait fixé sur la lisière des arbres, où la lumière du porche luttait contre l'incursion de l'obscurité. Il était arrivé à cette cabane après des décennies de déploiements tournants n'anticipant rien de plus que des routines paisibles comme aiguiser une lame, huiler une charnière et contempler les étoiles sans être dérangé par les fusées éclairantes d'artillerie. Au lieu de cela,
La silhouette qui émergeait de l'obscurité ressemblait plus à une création de ses propres cauchemars qu'à un véritable guide de la faune. Ses muscles tendus par des années de réparation sur le terrain et de levée d'urgence se contractèrent, mais il laissa la fumée s'échapper de ses lèvres en positionnant sa main près du fourreau à sa ceinture, mesurant le risque de la même manière calculée qu'il avait précédemment abordé les pannes de rotor, avec un calme délibéré. La créature émergea des bois, sa silhouette ressemblant à celle d'un énorme loup. Avec une prestance troublante, il souleva ses épaules étranges et son torse au-dessus du sol, ses épaules trop carrées et son torse trop droit pour n'importe quelle bête terrestre. Le pelage de la créature d'un noir de jais absorbait la lumière, mais ses yeux d'un bleu éblouissant, auréolés d'une lueur intérieure, lui rappelaient les barres de réacteurs vues à travers le liquide de refroidissement. Elle l'a embrassé avec une familiarité qui convenait à un vieil ami, pas à un étranger. Avec une démarche traînante, ses griffes chuchotaient sur les aiguilles tombées et elle éparpilla un lapin encore chaud sur le bois déformé son corps sans vie et le lui offrit. Il s'attendait à une démonstration agressive de dents ou à un grondement territorial bas, mais à la place, elle attendit patiemment sa queue, décrivant un arc lent qui effleura sa botte et dispersa une confetti semblable à de la cendre. Son entraînement lui avait appris à se retirer ou à affirmer sa dominance, mais ses instincts façonnés par d'innombrables négociations échouées le poussaient vers une approche différente. Il éteignit soigneusement sa cigarette, se pencha sans hâte, accepta le cadeau d'un hochement de tête, plus solennel que n'importe quel salut qu'il avait donné en service, puis se leva pour croiser son regard. Son pelage scintillait à la lumière de la lampe, suggérant des fils bioluminescents subtils qui pulsaient une fois avant de s'estomper comme s'ils étaient timides. Elle ne tressaillit, ni ne se mit en défi, et l'immobilité s'étira jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle attendait la permission de partir. « Merci », murmura-t-il sa voix rauque de désuétude incertain si les mots avaient de l'importance, mais les offrant quand même. La créature ou l'alien lui était familière grâce à la lecture des cicatrices de tourelles et des traces de combustion sur les épaves, ce qui lui avait appris à remarquer les signes d'origine non humaine bien avant le laiton. À l'intérieur de la cabane, des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'un établi encombré